Ces animaux qu'on appelle communément des parasites sont des êtres vivants qui ont décidé de tirer avantage d'un hôte, généralement un animal, pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Tout cela au détriment de l'hôte, qui dans certains cas meurt dans d'atroces souffrances. Le parasitisme est un mode de vie répandu dans tout le règne animal, mais tous les parasites ne sont pas égaux. Certains, les parasites obligatoires, sont totalement dépendants de leur hôte pour survivre, tandis que d'autres peuvent vivre toute leur vie sans avoir besoin d'un hôte. Certains parasites ne peuvent affecter qu'un seul hôte, tandis que d'autres utilisent plusieurs hôtes intermédiaires avant de parasiter leur hôte final. Les stratégies des parasites s'organisent en 6 axes différents, avec des stratégies qui en sont parfois une combinaison. D'abord, on a les parasites castrateurs, qui, comme leur nom l'indique, détruisent de façon entière ou partielle la capacité de leur hôte à se reproduire. Un exemple notable de ce mode de parasitisme est la saculine, un crustacé. Oui, ce truc est un crustacé à la base, mais bon, ça on en reparlera plus tard. Ensuite, il y a l'ectoparasitisme, où les parasites s'attaquent à l'hôte sans intermédiaire et vivent généralement sur sa peau, étant généralement transmis par un contact de l'hôte avec une surface et peuvent être observés en quantité conséquente sur un individu hôte. On a aussi le parasitisme trophique, où le parasite sera transmis en étant mangé par son hôte. Généralement, ce type de parasite utilise des hôtes intermédiaires avant d'atteindre l'hôte désiré et vont jusqu'à modifier le comportement de leur hôte pour augmenter les chances de se reproduire. Il y a aussi le parasitisme par vecteur, souvent utilisé par les micro-organismes, là où les parasites sont transportés par un organisme plus grand, qui est souvent lui aussi un parasite, comme un moustique par exemple, jusqu'à atteindre leur hôte qu'ils vont infecter et s'y reproduire. Les parasitoïdes, eux, sont ceux qui dans tous les cas tuent leur hôte à la fin de leur cycle de vie. Ce mode de parasitisme est souvent retrouvé chez les insectes. Et finalement, il y a la microprédation, qui est le comportement des parasites qui attaquent leur hôte d'une façon qui va l'affecter que très peu, en lui prélevant du sang par exemple. Ces parasites sont souvent utilisés en tant que vecteurs. Si la vidéo vous plaît jusqu'à ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça serait formidable de votre part. Mais quels êtres vivants utilisent ces stratégies? On a d'abord plusieurs types d'êtres vivants qui sont parasites, comme des plantes, des champignons et des animaux. Parmi les animaux, les plus gros parasites sont sans doute les arthropodes, avec des parasites castrateurs, comme la saculine, un crustacé cousin des balanes, qui parasite surtout les crabes verts et qui les rend transgenres. Ouais, vous avez bien entendu. Ce crustacé hermaphrodite, donc à la fois mâle et femelle, commence sa vie en tant que larve ou nauplius, qui va rapidement muer pour devenir un cypris. Le cypris recherchera un crabe vert et va s'y accrocher. À partir de ce moment-là, la saculine deviendra totalement dépendante du crabe. La larve injectera ses tissus à l'intérieur du crabe et va envahir tous les recoins de son corps, pompant les nutriments nécessaires à la croissance du crabe. Sur l'abdomen, une excroissance jaune va se former, qui est, si on résume, l'organe reproducteur de la saculine, qui empêche le fonctionnement des organes reproductifs du crabe. La saculine ira jusqu'à créer entre 100 000 et 300 000 œufs, et modifiera le comportement et le physique des crabes verts, enfin surtout les mâles. En effet, la saculine va empêcher la production de certaines hormones, ce qui va féminiser le comportement du crabe. Le crabe prendra soin des œufs de la saculine comme s'ils étaient les siens, et d'ailleurs, surprenamment, la saculine peut être parasitée à son tour par un crustacé du genre d'Analia. Sinon, parmi les crustacés, il y a aussi des copépodes, donc des crustacés qui utilisent l'ectoparasitisme et vivent sur les branchies des poissons là où ils se nourrissent de sang. Mais il y a aussi des cloportes marins qui ont une méthode assez bizarre de parasiter des poissons. En effet, l'espèce Simotoa exigua va s'accrocher à la langue d'un poisson quelconque et va pomper son sang. La langue va finir par s'atrophier et mourir par manque d'apport sanguin. Et le parasite va finir par servir de langue au poisson. Mais sur les terres, les arthropodes parasites sont encore plus délirants. D'abord, on a les microprédateurs comme les moustiques, les tans et les tiques. Chez les moustiques et les tans, seulement les femelles sont des parasites. En effet, elles ont besoin du sang de mammifères seulement pour les tans, et de batraciens, mammifères, oiseaux, chez les moustiques, pour permettre à leurs larves de se développer. Donc ça veut dire que le moustique qui vous harcèle la nuit est juste une mère solitaire qui veut nourrir ses enfants. Chez les tiques, qui sont en fait juste de gros acariens, le besoin de sang se ressent à chaque fois que la tique grandit. La tique commence sa vie dans le sol en tant que larve, puis se fixera à un hôte sur lequel elle prendra son premier repas, avant de retomber au sol pour devenir une nymphe. Ensuite, elle prendra son deuxième repas pour devenir adulte, se décrochera encore, puis prendra son dernier repas et s'accouplera pour recommencer le cycle. Mais chez les arthropodes, il y a aussi des ectoparasites, comme les poux et les puces, qui vivent sur leurs hôtes ou à proximité,
Les puces vivent sur ou à très grande proximité de leur hôte, généralement dans son nid. Les larves consomment des matières organiques quelconques, puis elles deviennent des pupes avant de devenir des adultes qui se nourriront exclusivement de sang. Les poux, eux, vivent toute leur vie à la surface de leurs hôtes. Certains se nourrissent de débris à la surface de leurs hôtes, tandis que d'autres sucent le sang de leurs hôtes. Ils parasitent les hôtes à sang chaud comme les mammifères et les oiseaux. Les poux attachent leurs œufs, les lentent, aux poils et aux plumes de leurs hôtes, puis deviennent adultes en l'espace d'1 mois. Les poux sont une cause de gêne chez leurs hôtes, occasionnant des irritations et une gêne. Et je le sais car j'en ai aidé un il y a très très longtemps. Et d'ailleurs, surprenamment, les poux du corps humain possèdent le plus petit génome connu de tous les insectes, ce qui est assez impressionnant. Mais les arthropodes parasites qu'on vient de voir sont les beaux côtés de la force, car ceux qu'on va voir sont vraiment les pires. Voici les guêpes parasitoïdes. Des guêpes dont le mode de vie est très simple et morbide. En effet, les femelles adultes vont pondre leurs œufs dans le corps d'un autre arthropode, comme une chenille, une araignée ou une mouche, enfin peu importe, et leurs larves vont se nourrir du corps de l'hôte. Cela se passe de 2 manières différentes. Chez les guêpes idiobiontes, l'hôte est paralysé et généralement enfermé dans un terrier. Un exemple de ce type de guêpe parasitoïde est la guêpe Pepsis, qui va kidnapper des mygales pour les enterrer et pondre un œuf dessus. La larve se nourrira du corps de l'araignée jusqu'à devenir adulte. L'araignée mourra au moment où la larve, après avoir consommé ses organes vitaux, tissera un cocon pour se métamorphoser en adulte. Les guêpes coignobiontes, elles, pondent leurs œufs à l'intérieur de leurs hôtes, qui sont généralement des chenilles ou des choses comme ça. Et spoiler, la chenille ne deviendra jamais un papillon. Souvent, plusieurs larves parasitent un hôte, elles se nourrissent de sa chair, et pendant ce temps, l'hôte reste libre, se nourrit et vit sa vie tranquillement. Jusqu'au moment où l'hôte va entamer sa métamorphose. À ce moment, les larves achèvent leur hôte et se métamorphosent à leur tour pour recommencer le cycle. Mais les arthropodes sont loin d'être les seuls parasites existants. En effet, on retrouve ce mode de vie dans un tas d'autres embranchements. Par exemple, chez les annélides, qui sont l'embranchement où on retrouve les vers de terre, on a les sangsues, des micro-prédateurs qui se nourrissent pour la plupart d'hôtes très variés. D'ailleurs, surprenamment, des sangsues terrestres existent dans les zones tropicales. Les sangsues sont aussi utilisées dans la médecine pour drainer les excédents de sang dans certaines zones. Chez les mollusques, il y a aussi des parasites, plus précisément des gastéropodes de la famille des Eulumidés qui parasitent les échinodermes, donc les oursins, les étoiles de mer, etc., en se nourrissant de leur chair et de leur fluide corporel. On retrouve aussi des parasites dans l'embranchement des cnidaires, qui est, si on résume, l'embranchement qui contient les méduses et les coraux, comme le polypodium qui parasite les œufs de certains poissons, et les myxozoaires, un groupe de cnidaires qui a littéralement décidé de déévoluer. En effet, ces cnidaires ont perdu beaucoup de gènes caractéristiques des animaux, et pour certains, sont revenus à un mode de vie unicellulaire. Ils parasitent à l'aide de spores, des poissons et des annélides, passant parfois par plusieurs hôtes. Le reste des parasites dont j'ai parlé sont de loin les plus dégueulasses, donc accrochez-vous pour cette partie. En effet, il y a 3 embranchements de vers qui comportent des parasites. Les nématomorphes, les nématodes et les vers plats. Les vers plats comportent 3 groupes de parasites en leur sein, les trématodes, les monogènes et les cestodes. Les trématodes sont des vers parasites qui peuvent atteindre jusqu'à quelques centimètres de long. Ces parasites utilisent plusieurs hôtes. Le premier hôte qu'ils vont généralement infecter est un mollusque gastéropode, là où il se reproduira asexuellement, avant de sortir de son hôte en tant que larve nageuse pour parasiter des oiseaux, des moutons, des bœufs ou même des êtres humains, dans lesquels ils pratiqueront la reproduction sexuée et reproduiront le cycle en incorporant dans les excréments de leurs hôtes des œufs. Les monogènes, eux, sont des parasites qui vivent fixés sur les branchies des poissons en se nourrissant de leur sang. Le troisième groupe de vers plats, les cestodes, eux, sont un groupe de vers plats qui a un corps constitué de nombreux segments qui produisent des œufs. Ce sont des parasites trophiques qui passent d'hôte en hôte à travers la chaîne alimentaire. Par exemple, certains parasitent des crustacés appelés cyclopes qui seront mangés par des poissons, qui seront à leur tour consommés par des êtres humains ou un grand mammifère, qui sera l'hôte final là où ils se reproduiront. Un des cestodes les plus connus est le ténia ou le ver solitaire, qui est un parasite qui utilise le bétail comme hôte intermédiaire avant de passer à l'homme. Le second embranchement de vers parasites dont je vais parler est l'embranchement des nématodes. Un groupe de vers qui ne sont pas tous parasites, mais certains le sont. Les nématodes parasites sont des parasites trophiques. Certains utilisent des hôtes intermédiaires comme Ascaris et Trichinella, qui utilisent des hôtes comme le porc pour se transmettre aux êtres humains. Donc ouais, évitez d'en manger pour votre bonne santé les gens. Et certains nématodes vont carrément manger le cœur de leurs hôtes, comme les nématodes du genre Dinophilaria. D'autres utilisent les plantes pour infecter des herbivores,
et beaucoup sont spécialisés dans le parasitisme des insectes. Le troisième embranchement dont le nom est inspiré de celui des nématodes, celui des nématomorphes, zombifient littéralement leur hôte. En effet, les nématomorphes parasitent des arthropodes comme les crustacés, des cafards, des menthes religieuses, des criquets, etc. Les adultes nématomorphes vivent librement, mais leurs larves vivent à l'intérieur de leurs hôtes. Les nématomorphes peuvent influencer le cerveau de leurs hôtes. En effet, ceux qui parasitent les insectes comme les menthes, les criquets, influencent leurs hôtes pour les rendre attirés par l'eau. L'hôte se noiera et le parasite pourra alors nager librement et aller se reproduire. Il existe aussi des parasites chez les vertébrés. En effet, certaines chauves-souris sont des micro-prédateurs qui sucent le sang des grands vertébrés. Il y a aussi les coucous qui vivent sans noyer dans le nid d'autres oiseaux, et certains poissons parasitent les branchies d'autres poissons. Mais les animaux ne sont pas les seuls parasites. En effet, il y a un tas de virus, de bactéries, etc. dont je ne vais pas parler car flemme, mais on va parler des champignons et même des plantes. Oui, il y a des plantes parasites. En effet, certaines plantes poussent sur d'autres plantes, plus grandes, en volant la sève de leur hôte, comme le gui par exemple. Mais certaines plantes ont carrément perdu la capacité de faire de la photosynthèse, étant totalement dépendantes de la plante hôte pour toute nutrition. En fait, à ce niveau-là, je ne sais pas si on peut toujours les appeler des plantes. Du côté des champignons, on distingue plusieurs types. D'abord ceux qui parasitent les plantes, qui se divisent en trois catégories. D'abord les champignons biotrophes, qui volent des nutriments à la plante hôte, qui reste en vie malgré son infection. Des exemples notables sont les champignons du genre Perennospora et Puccinia. On a aussi les champignons hémibiotrophes qui utilisent la même stratégie que leurs cousins mentionnés plus haut au début de leur cycle, en volant des ressources à leur plante hôte, mais finissent par la tuer et se nourrissent du cadavre de la plante. Ce type de parasitisme est employé par des genres de champignons comme les champignons du genre Colectrium et Zymoseptoria. Le troisième type de parasitisme de plantes chez les champignons est le mode de vie nécrotrophique qui consiste à tuer leur hôte pour ensuite se nourrir de leur matière en décomposition. Les champignons qui ont ce mode de vie sont généralement des champignons comme ceux du genre Armillaria. Le deuxième grand type de champignons sont les champignons zoopathogènes, ceux qui parasitent les animaux et les humains, qui causent des mycoses et toutes sortes d'horreurs et qui créent même des zombies. Ils parasitent beaucoup d'animaux dont les arthropodes avec les champignons entomophages qui font de leur business le fait de parasiter des insectes. Les spores de ces champignons se fixent à la cuticule de leurs hôtes et dans des conditions idéales de température et d'humidité, les spores se développent, colonisent la carapace des insectes puis finissent par pénétrer les tissus et à ce moment-là, l'hôte est généralement tué par des toxines. Et le champignon se nourrit de son corps pour ensuite relâcher de nouveaux spores dans l'atmosphère et infecter d'autres insectes. Le champignon entomophage le plus fameux, célèbre, illustre est bien sûr l'Ophiocordyceps. En effet, cet organisme fongique est célèbre pour affecter le comportement de ses autres fourmis. En effet, quand il infecte une fourmi, le cordyceps va la pousser à se percher en hauteur et à s'accrocher à une branche ou une feuille. Le champignon va ensuite sortir brutalement de son crâne pour répandre ses spores dans l'atmosphère. La raison de la célébrité du cordyceps est son apparition dans le célèbre jeu The Last of Us, où le cordyceps a évolué pour prendre le contrôle des hommes, créant une apocalypse totale dans le monde. Mais les champignons entomophages ne sont pas les seuls champignons parasites. En effet, ceux qui affectent les mammifères, les reptiles et autres vertébrés causent des mycoses. Il y a celles qui affectent la peau et les muqueuses, comme les levures du genre Candida, et les champignons du genre Batrachocrichium, oui c'est très dur à prononcer, qui rongent littéralement la peau de nombreuses espèces de grenouilles, causant très souvent la mort chez ces amphibiens, et vont jusqu'à causer le déclin de nombreuses espèces. Et il y a les dermatophytes, ceux qui affectent les fourrures et les poils, que ce soit chez les animaux ou l'homme, en s'y nourrissant de kératine, ce qui va créer des lésions dans la peau, les ongles et les poils de l'hôte. Les champignons de ces types sont souvent transmis par d'autres animaux, comme ceux du genre Microsporum chez les chats et les chiens, et Arthroderma chez les cochons d'Inde et les animaux mentionnés précédemment. Mais l'infection la plus meurtrière, causée par un champignon chez l'homme, est la cryptococose, transmise par l'inhalation de poussière dans un milieu forestier, là où elle vit, et se nourrit normalement de bois. À ce moment, en partant des poumons, elle se répand dans le corps pour infecter la peau, les os et même le système nerveux. Donc ouais, c'est peut-être pas si loin que ça le cordyceps. Mais vous vous posez sûrement une question. Comment le parasitisme est-il apparu et pourquoi il est aussi répandu? Bien que le parasitisme reste difficile à démontrer dans le registre fossile, car c'est difficile de distinguer un symbiote d'un parasite dans le registre fossile, on a quand même réussi à décoder certaines parties de cette histoire. La plus ancienne trace de parasitisme remonte à la période du Cambrien, il y a 512 millions d'années, sur un brachiopode, qui sont des animaux qui ressemblent pas mal à des mollusques bivalves, mais qui n'ont aucun lien de parenté avec.
Le parasite était une sorte de tube qui se fixait sur la coquille du brachiopode et volait sa nourriture en détournant une partie de la nourriture destinée à lui. Ce type de parasitisme avait comme conséquence de ralentir le développement de l'hôte brachiopode. Dans le reste de l'histoire animale, parce que flemme de parler des champignons et des plantes, le parasitisme a émergé plusieurs fois venant de nombreuses sources différentes. Les guêpes parasites apparaissent au Permien, les poux apparaissent au Jurassique il y a environ 200 millions d'années, les nématomorphes, tiques et puces apparaissent au Crétacé, des traces de nématodes ont aussi été retrouvées dans des excréments de phytosaures datant du Trias, mais au bout de millions d'années passées à vivre plus ou moins ensemble, les relations entre les parasites et les hôtes finissent par changer, et les parasites changent souvent d'apparence pour mieux coller à leur mode de vie. Les punaises de lit ont par exemple perdu leur capacité de voler, ou pour certains parasites, ça va jusqu'à la perte de caractère essentiel, comme pour le cnidaire Eneguia, je sais pas c'est quoi la suite, c'est trop dur à prononcer, qui parasite les saumons. Ce cnidaire a perdu un caractère qui est normalement impossible à perdre, et dont l'acquisition remonte à des milliards d'années dans le passé. Commun aux plantes, aux animaux, aux champignons et aux amibes. La mitochondrie, un composant normalement essentiel de la cellule, permettant de produire à partir d'oxygène et de sucre plein d'énergie. C'est par conséquent le seul organisme multicellulaire qui ne peut littéralement pas respirer. D'autres parasites, eux, finissent par devenir inoffensifs ou même bénéfiques chez leurs hôtes, ce qui est assez impressionnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du vivant, n'hésitez pas à regarder une des deux playlists qui vont s'afficher juste là.